Bonjour tout le monde. J'espère qu'on va vous dégourdir un peu après le dîner. Marco va vous animer quelque chose une fois qu'on va s'être présenté. Moi, c'est Stéphanie Fontaine-Dumais. Je suis née de la communauté de Ouachata-Macanatémian. Je travaille au regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec depuis, ça fait 4 ans. Moi, c'est quoi le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec? Pour les gens qui ne connaissent pas nos organisations. Donc, nous, on est là pour vraiment appuyer, soutenir, conseiller, représenter les centres d'amitié autochtones qui sont affiliés à nous au Québec. Les centres d'amitié, il y en a partout à travers le Canada. Donc, le travail que nous, on fait au regroupement, il y en a dans d'autres provinces. Donc, on est vraiment l'association provinciale qui défend là, les centres d'amitié qui est là comme représentation et accompagnement pour les centres. Je vais te laisser te présenter, Marco. Tu l'as fait. Oui, bonjour. Moi, c'est Marco Cloutier. Je suis un Anishinaabe. Je suis algonquin de la Témiscamingue First Nation, en Abitibi-Témiscamingue. Mon rôle, en fait, c'est avant. On parle beaucoup de. J'ai entendu parler beaucoup de conseillers d'emploi. Quand j'ai commencé à travailler au centre, j'étais conseiller en emploi, puis on va vous expliquer que c'est le cheminement qu'on a eu là, avec tous ceux qui veulent revenir à l'emploi. Oui, j'étais un conseiller, puis maintenant, je suis un conseiller en enrichissement des compétences. Donc, on va voir c'est quoi la différence. Ça fait quelques années que je travaille au centre, à Val-d'Or. J'œuvre dans le domaine avec les jeunes adultes en montant pour soit en retour à l'école ou à l'emploi depuis plus de 20 ans. Puis, les centres d'amitié, leur mission principale, c'est de voir un mieux-être pour les Autochtones urbains, ceux qui demeurent en milieu urbain. Puis on va accueillir aussi ceux qui sortent des communautés, puis qui ont besoin de services. Il y a une panoplie de services. Nous, moi, je suis chanceux parce que je travaille au plus gros centre d'amitié autochtone au Québec, sinon dans l'Est du Canada. On va devenir le plus gros temps. Ouais. On a une petite construction de 5 étages qui s'en vient. Pour ceux qui sont déjà allés à Val-d'Or, on ne peut pas manquer le bâtiment. Oui. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs services. Nous, on parle de services santé mentale, services de santé maintenant. On a des médecins, des infirmières, d'hébergement, de cuisine, tout ce qu'on peut avoir là. Donc, celui de ceux qui veulent retourner à l'emploi ou aux études, ou juste avoir une meilleure qualité de vie. C'est ça. En gros, un centre d'amitié, ça ne donne pas juste des services en employabilité, ça donne des services globaux à une population autochtone qui est en milieu urbain, que ce soit de passage ou qui soit né en milieu urbain. Là. Puis quand on parle de milieu urbain, c'est pas juste Montréal, Québec, pas juste les grands centres. Là. Quand on parle de milieu urbain, c'est vraiment les villes qui sont en proximité souvent des communautés. Fait on parle de La Tuque, on parle de Sept-Îles, on parle de Joliette, on parle de Trois-Rivières. Donc, il y a il y a 10 centres d'amitié, il y en a à Chibougamau aussi. Donc, il y en a un peu partout là, à travers le Québec où, sur le territoire, qui est comme aussi logique avec les sorties de communautés, justement. Donc, les gens, souvent, ils ne vont pas nécessairement trop loin là, quand ils sortent pour avoir des services. C'est ça. Fait que les centres sont vraiment à proximité pour accueillir ces gens-là. C'est vraiment des milieux communautaires, démocratiques. C'est vraiment des lieux d'ancrage culturel là, pour les Autochtones, pour vraiment leur donner un lieu où ils se sentent en sécurité quand ils sortent des communautés ou qu'ils ont le goût de se retrouver aussi ensemble. Ça fait déjà plus que 10 ans qu'on a des programmes en employabilité dans les centres d'amitié. Fait que, il y a peut-être 3 ou 4 ans, on a voulu documenter ces programmes-là, ces approches-là, ces services-là. Puis on a vraiment voulu vraiment documenter principalement c'est quoi les approches qui sont utilisées dans les centres d'amitié, c'est quoi l'impact, la portée de ces programmes-là. Fait que c'est un peu ça que je vais vous expliciter là, cet après-midi. Donc, c'est sûr que nous, c'est une recherche qui était de nous en collaboration avec la Chaire Réseau Jeunesse. Donc, Natacha Deschamps-Cohen, normalement, est avec moi pour présenter ce PowerPoint. Puis ma collègue Audrey Pinsonneau, qui est en congé maternité. Donc, c'est ça. Je vais faire de mon mieux cet après-midi pour vous présenter une méthodologie de recherche sans que ce soit plate. Donc, je suis vraiment bien accompagnée par Marco, qui est un gars formidable de terrain,
j'aime vraiment ça quand j'apprécie vraiment que tu aies accepté de m'accompagner. C'est pas moi qui ai fait le PowerPoint. Mais il approuve. Ah, ben oui. Tout ça s'accorde, bien sûr, notre démarche avec une démarche qui était en parallèle, qui était dans le fond, dans les centres d'amitié, ça fait longtemps qu'on fait de la recherche, mais on voulait vraiment avoir un cadre de recherche pour et par les Autochtones en milieu urbain. Si vous regardez les autres organisations autochtones, ils ont déjà des cadres de recherche, que ce soit des chercheurs qui nous abordent pour développer des projets ensemble ou nous-mêmes faire de la recherche, on trouvait ça important. Fait en parallèle de la recherche collaborative que je vous présente aujourd'hui, on a bâti notre cadre de recherche. Donc, puis c'était vraiment important pour nous que les centres soient impliqués, que les jeunes qui fréquentent les centres soient impliqués, que les participants des programmes dans les centres soient aussi impliqués dans les démarches. Donc là, les photos que vous voyez, c'est vraiment là, une démarche collaborative. Tous les centres étaient là. Vraiment, là, c'est comme quelque chose qui s'est fait en parallèle de la recherche que je vais vous présenter. Mais c'est important pour nous, dans le fond, les résultats de la recherche ont été validés avec les intervenants d'employabilité dans les centres. Les outils ont été validés avec des jeunes qui étaient impliqués dans les centres aussi. Donc, c'est vraiment pas tout seul qu'on a fait ça, là, le regroupement. Là, jamais on fait ça tout seul. On fait ça pour les centres aussi, pour démontrer tout le travail qu'ils font sur le terrain. Donc, c'est vraiment important que je vous dise que c'était vraiment une démarche en parallèle. Puis d'ailleurs, le cadre de recherche est sur notre site Internet. Si vous êtes vraiment dans le domaine de la recherche, peu importe, puis que ça vous intéresse, vous pouvez aller le consulter. Nos documents sont toujours traduits en anglais et en français, fait que vous pourrez aller le consulter. C'est super concis, c'est pas un gros document là, qui est comme 200 pages, là. C'est vraiment très, très concret. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a comme un historique de plus de 10 ans de services en employabilité dans les centres. En 2019, quand on a pris la photo, là, en 2019, il y avait 11 centres qui avaient des programmes en employabilité. Donc, c'était l'entièreté des centres qui sont affiliés à nous. Et puis là, la recherche s'est vraiment passée de 2018 à 2020. Et elle est toujours actuelle parce qu'en fait, la chercheure qui est Natacha avec nous, là, il retourne justement au centre de Val-d'Or il retourne faire des entrevues avec des participants qu'il avait rencontrés en 2018. Donc, je pense que ça va être vraiment super intéressant de voir son rendu où, ces gens-là. Quel impact ça a eu, le programme dans lequel ils se sont insérés, puis tout ça. Fait que, en tout cas, j'ai hâte de voir les résultats quand elle va passer dans le centre. Donc, c'est ça. Puis Val-d'Or, là, les choix de centres qu'on a fait, on n'est pas allé dans tous les centres, là, bien sûr. C'est comme un peu, si ça serait vraiment un travail on aurait plus de fin. Donc, on avait vraiment sélectionné le centre de Val-d'Or et le centre de la TUC, qui, eux, c'est ces deux centres-là qui ont le plus long historique de programme. D'ailleurs, l'année qu'on s'est déplacé là, pour la TUC, ils fêtaient leur 10e anniversaire du projet AMISC. Donc, c'est vraiment le projet en employabilité. C'est comme ça qu'ils le nomment. Là. Ça veut dire castor en Atikamekw. C'est travailler un castor. Donc, puis c'est ça. Puis on en a profité parce que vu qu'ils soulignaient les 10 ans, il avait invité tous les anciens participants, les participants actuels, les anciens intervenants, puis les intervenants actuels. Donc, c'était comme un gros happening. Là. Fait qu'on en a profité pour passer des gens en entrevue et tout ça, là, donc, puis fêter ça, là, cette réussite-là. Donc, les questions de recherche, là, je vais regarder rapidement là-dessus, là, mais qu'est-ce qu'on voulait documenter? Fait qu'on voulait vraiment documenter c'est quoi les besoins en fonction des réalités là, du milieu urbain aussi, donc en matière d'employabilité, d'enrichissement des compétences. Puis Marco pourra vous expliquer en tout pourquoi on a peut-être changé le vocabulaire. Là. Nous, on ne parle pas de développement des compétences, on parle d'enrichissement. Puis c'est voulu, le mot qu'on a choisi. On voulait vraiment... on voulait savoir c'est quoi les approches spécifiques dans les centres d'amitié. C'est quoi qui émerge de c'est quoi les piliers? C'est ça qu'on voulait aller voir. C'est quoi qui fait la différence? Pourquoi on est meilleur, en fond? Pour donner des services aux personnes autochtones qui sont en ville, tu sais. Donc, après ça, la portée des services aussi, vraiment les retombées, les impacts. Puis c'est quoi les lacunes, rupture de services, des barrières, parce qu'il y en a des barrières. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais... Donc, les outils de recherche, les participants, dans le fond, je vais vous dire un peu, là, on a eu 3 rencontres provinciales avec tous les intervenants qui avaient des programmes en employabilité, donc il y avait quand même 11 intervenants. Il faut dire qu'il y a souvent un intervenant par centre qui s'occupe du programme en employabilité. À Val-d'Or,
Ça a été différent pendant un petit bout. Maintenant, Ça fait 5 ans. c'est ça. Vous avez l'équipe devant vous. Ouais. On est heureux de vous voir. Oui. Dans le fond, on a distribué plusieurs questionnaires. On a fait des entrevues individuelles avec des anciens participants, des participants actuels, plusieurs. On a fait aussi des entrevues justement avec des anciens intervenants qui ont accepté. Des fois, c'est dur de tracer des gens que ça fait 10 ans qui n'ont pas travaillé dans un centre. Ils ont tous accepté de venir passer une entrevue. Fait que je trouve ça. On voit que même s'ils travaillent, c'est pas tous qui travaillent encore dans un centre, ben, on voit que je pense qu'ils croient en ces projets-là parce que sinon, je pense pas qu'ils auraient accepté de passer une entrevue, passer 2 heures avec nous là, pour nous raconter tous les impacts de ces services-là. Puis des employeurs aussi qui ont accepté à la TUC qui est à Val-d'Or de venir de passer une entrevue avec nous aussi. Ça, c'est un des outils qu'on utilisait pour les participants quand on faisait des entrevues là, individuelles. Donc, nous, on allait vraiment dans le récit. Je veux dire, les gens, on les rencontrait, on les mettait à l'aise, ils pouvaient venir avec leurs enfants. C'était vraiment pas... parce que sinon, les gens ne viennent pas, ils sont comme... Il faut qu'ils se sentent en confiance. Donc, c'est l'outil qu'on utilisait. Là, on faisait, dans le fond, un peu leur trajectoire de vie. Fait que c'était comme une ligne du temps. Puis, dans le fond, eux autres, ils partageaient ce qu'ils avaient le goût de partager avec nous dans leur parcours, dans le programme, là, avant le programme, pendant le programme, puis même c'était quoi leurs intentions par rapport après le programme. Puis on avait comme ça, c'était un intervenant, là, puis une jeune. Donc, dans le cadre de la recherche, on a analysé, il y avait comme 2 volets, il y avait du quantitatif et du qualitatif. Dans le volet quantitatif, on a quand même analysé plus de 80, je n'aime pas ça de dossiers de participants, mais comme, oui, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, spécifiquement à Val-d'Or. Donc, tu sais, je vais juste vous montrer un peu c'est quoi les... On va voir qu'il y en a beaucoup de barrières et d'obstacles. Les gens partent de vraiment loin, souvent, là, dans les parcours en employabilité, dans les centres. C'est pas demain matin qu'on les met tout de suite en emploi, mais on va voir par la suite les retombées, tout ça. Là. Donc, dans ces analyses-là, il y avait 60 % qui sont des femmes. Fait qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent chercher des services en employabilité, en tout cas spécifiquement à Val-d'Or. Ça a peut-être changé avec le temps, là, après la pandémie, mais avant, c'était ça. Il y avait quand même 77 % des gens qui avaient moins de 35 ans. Puis vraiment, il y avait une strate importante entre 20 et 29 ans. Ça aussi, Marco va pouvoir vous en parler. Ça a un peu changé après la pandémie. Les jeunes sont encore plus jeunes qu'avant pour aller chercher des services. La moitié des participants là, parlent une langue autochtone. Fait que c'est quand même intéressant là, de voir que, tu sais, on dit qu'il y a une perte d'identité culturelle, mais il y a encore des gens qui la parlent, la langue. C'est important de le mentionner. Mais ça amène souvent un défi là, quand on veut insérer le marché du travail québécois, parce que là, on parle des gens qui sont en ville. C'est un défi majeur. La maîtrise de la langue, que ce soit en anglais ou en français, c'est souvent des langues secondes, même tertiaires, pour la plupart. Donc, quand on vient pour se trouver un emploi, ça peut être un défi. Tu as bien beau la parler des fois, tu ne maîtrises pas l'écriture. Le travail, souvent, ça demande quand même un minimum de pouvoir écrire le français souvent au Québec, on s'entend. Donc, ça le dit, là, tous maîtrisent au moins une des 2 langues officielles, en français ou anglais. C'est une perception. Les gens y répondent oui, non. Là, fait que, mais tu sais, dans les faits, c'est Marco, je pense que c'est pas tout le temps maîtrisé, là, c'est pas tout le temps exactement ça. 65 % n'ont pas de diplôme de niveau secondaire ou l'équivalent. Donc, ça aussi, c'est une barrière majeure, le niveau d'éducation. Quand on parle des parcours en employabilité dans les centres, là, souvent, on n'est pas nécessairement à l'insertion en emploi, on est plus à qu'est-ce que tu veux faire pour comme le retour aux études, là, pour aller finir un secondaire, parce que ces gens-là, on veut pas les amener à juste se trouver une job. On veut qu'il y ait des bons emplois. C'est important là, pour les centres, c'est important pour augmenter la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain. Oui, on est associé aussi avec les commissions scolaires. Ouais. Ça va arriver qu'on va travailler avec eux autres dans certains, maintenant les parcours, là, mais dans certains niveaux des parcours, qu'on parle de DEP ou qu'on parle d'un TDG. On va... Préparation TDG, oui.
Après ça, ben 56 sont parents d'au moins un enfant de 12 ans et moins. Fait que c'est une réalité. Souvent, les personnes qui se retrouvent dans les parcours d'employabilité, c'est des gens qui ont une rupture dans leur... Bien, une rupture, je parle de rupture sociale, là, souvent, dans leur vie, dans le sens qu'ils ont eu des enfants très tôt. Donc, décrochage scolaire. Puis là, ils sont comme rendus à l'étape où ils raccrochent, là, tu sais. Là, ils sont rendus... Les enfants sont plus vieux. Oui, vas-y. Désolé, je ne sais pas si je peux... Oui, en fait, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez poser des questions n'importe quand. Hein, ça me dérange vraiment pas. Je me demandais si vous aviez des milieux de scolarisation alternatifs. Alternatifs? Comme par exemple dans les CGE, on a des écoles au CGE, des fois, certains CGE. Pour les jeunes que, mettons, au milieu scolaire, ça marche pas. Ça marche pas. Fait que, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on demande au milieu des commissions scolaires de venir avec nous. Puis aussi de s'adapter à notre réalité. Parce qu'il y en a qui peuvent arriver avec leur pile de cahiers et tout. Mais oui, on en fait. Mais ça va être surtout à la pièce parce que on prend le cours état. C'est tout le temps en entrée continue, puis il va y avoir plusieurs niveaux. Mais on l'accompagne jusqu'à là. Puis ça va arriver que des partenaires vont rentrer avec nous là, pour le début, puis après ça, bon, mais on souhaite qu'ils soient capables de retourner peut-être aux adultes ou des choses comme ça. Parce que c'est sûr que le milieu éducatif reste quand même intimidant pour la plupart des personnes autochtones. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a eu une bonne expérience, que ce soit leur propre expérience ou l'expérience de leurs parents. Ça reste que ça. Il y a des gens qui ont des traumatismes par rapport à ça. Fait que les asseoir dans une classe en randonnion, c'est pas gagnant pour tout le monde, pour être bien honnête. Là. Fait que, c'est justement l'alternative que c'est les gens qui se déplacent en classe. Moi, je sais que vous l'avez fait à plusieurs reprises. Là. Ça fonctionne beaucoup mieux, c'est moins formel, c'est moins... Justement, le professeur va s'adapter aussi aux gens qui sont dans la classe, qui sont dans la cohorte. Donc, c'est beaucoup plus sécurisant là, culturellement pour eux autres que de se déplacer. Mais la transition fait toujours partie de l'équation. Le but, c'est quand même de les amener dans le milieu scolaire à un moment donné, puis de les faire vivre, je pense, une bonne expérience pour qu'ils puissent y aller d'eux-mêmes après, puis qu'ils se sentent en confiance. Je pense que c'est vraiment ça le but. Là c'est quand même important parce que quand on veut participer à des programmes qui sont normés de Service Québec, il faut avoir des documents. Il faut comme prouver que tu existes. Ben nous, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leurs documents. Donc, ils n'ont pas ça de connaissance, ils n'ont pas de numéro d'assurance sociale, ils n'ont pas de numéro d'assurance maladie. Ça devient compliqué, là, faire des démarches. Fait que c'est quand même une réalité là, qu'on voulait qu'ils paraissent. 22 % des gens qui arrivent à Val-d'Or dans les services en employabilité, ils n'ont pas leur carte d'assurance maladie. Mais les centres, vous avez des numéros temporaires d'assurance maladie au moins. Fait que, pour qu'ils fassent leur démarche après ça. Donc, puis environ le 3/4 n'ont pas de permis de conduire. Puis ça, c'est une autre réalité. Puis en région, c'est super important d'avoir un permis de conduire parce que t'as pas de métro puis d'autobus. Puis il y a même dans des régions qui ont bonne chance pour trouver un taxi. Il y a un métro, mais faut que tu pousses ton permis. Bon, après toutes ces analyses-là, puis ces travaux-là, puis ces entrevues-là, ben, tu sais, il a émergé des piliers, finalement. Il a émergé des choses qu'on est capable de dire que même si les services ne sont pas tous pareils d'un centre à l'autre, en employabilité, ils n'ont pas tous le même programme, ils ne font pas tous les choses de la même façon, ils ont des choses qui les rassemblent. Il y a des choses qui reviennent dans tous les centres quand ils donnent des services en employabilité. C'est un peu ça que je vais vous présenter. Donc, l'approche des centres, là, c'est vraiment une approche globale, axée sur le mieux-être des gens. C'est vraiment une approche d'accompagnement holistique qui prend compte les sphères de la vie des gens, que ce soit affectif, mental, spirituel, physique, puis qui prend aussi en compte que les gens font partie d'un écosystème. Les gens, ils ne sont pas tout seuls individus, ils ont une famille. Puis quand on dit famille en milieu autochtone, c'est pas la famille nucléaire qu'on connaît, là. C'est la famille, c'est une communauté, c'est un centre, c'est une communauté. Les cousins et les cousines, là, il y en a. Fait que, c'est vraiment le sens famille est beaucoup plus large qu'en milieu non autochtone. Fait que c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans l'approche. Puis c'est des choses que les centres offrent comme service. Et Marco l'a bien dit tantôt, dans un centre, quand tu arrives, il y a tous les services. La plupart des centres, ils ont une clinique médicale, ils ont des médecins, ils ont des infirmières.
Ils ont, je veux dire, tu peux, vous autres êtes chanceux, vous avez des avocats, vous avez des services de justice. D'autres centres sont en train de mettre en place des services de justice parce que, je sais pas c'est qui l'avait dit tantôt, il y avait un autre, il y avait dans d'autres présentations plus tôt ce matin. Ben, la réalité aussi, c'est que dans le système de la justice, il y a une forte surreprésentation des personnes autochtones. Donc, on ne voulait pas le marquer comme statistique, mais je pense que 50% avaient des personnes, minimum 50% avaient un dossier criminel. Donc, ça fait quand même une différence quand tu veux entrer sur le marché du travail. C'est quelque chose qu'il faut que tu prennes en compte dans tes démarches individuelles là, de régler ces choses-là. Souvent, ce pas des gros crimes, mais c'est des trucs impayés. C'est pas tout le temps des affaires super dangereuses. Quand on dit casier judiciaire, les gens sont comme genre, mon Dieu. Mais non, des fois, c'est des petites affaires, mais que les gens ont laissé traîner, puis ça fait en sorte qu'il y a une trace de ça. Après ça, donc, le respect du rythme des participants, c'est super important dans les services des centres. Les intervenants, il faut qu'ils soient souples, il faut qu'ils soient flexibles, faut que tu t'adaptes aux gens qui viennent chercher des services, sinon t'es pas un centre. Sinon, t'es pas un centre d'amitié. Mais je veux dire, ça fait partie intégrante, c'est comme naturel, ça s'adapte vraiment au rythme des gens. C'est sûr qu'on n'est pas là à pas brusquer les gens, à les laisser comme dans leur zone de confort. Non, il faut quand même les sortir de leur zone de confort. Mais tu veux qu'ils reviennent, ces gens-là. Fait c'est étape par étape. C'est étape par étape. Donc, comme je le disais, c'est vraiment intégré en continu de service à un milieu de vie communautaire, parce que c'est ça, les centres, ils ont plusieurs services, il y a un continuum, mais c'est aussi un milieu communautaire où les gens peuvent juste venir prendre un café si ça leur tente. Ils ne sont pas obligés de venir juste pour chercher un service. Fait que, ils peuvent juste venir chiller au centre s'ils ont envie, mais ils savent qu'il y a un emploi qui est sécuritaire pour eux, puis où ils ont des gens qui lui ressemblent, qui peuvent se rassembler. Après ça, on a identifié 4 volets d'intervention, je dirais de mode d'intervention. Donc, oui, il y a l'effet de cohorte, l'effet de groupe qui est super important. Quand on crée une espèce de groupe, on crée un groupe, on a comme une dynamique de groupe qui se crée, il y a des liens qui se créent. C'est super important, la dynamique de groupe. Des fois, j'espère tout le temps qu'il va y avoir un leader positif, là, puis que ça augmente le niveau de motivation des gens, puis d'implication aussi. Mais il y a aussi tout le côté individuel. Il y a des gens qui ne sont pas tout de suite à l'aise quand ils rentrent dans une cohorte d'être en groupe. Il y a des gens qui vivent l'anxiété, il y a des gens qui ont des traumas, il y a des gens qui ont vécu des choses, là. Donc, c'est aussi offert l'individuel, puis les deux peuvent très bien s'arrimer aussi. Les gens peuvent avoir un suivi individuel autant qu'avoir un suivi de groupe. On trouve ça vraiment important aussi de nommer le fait que les centres essaient de le plus possible je trouve que la pandémie, ça a été plus difficile, là, mais de faire vivre des expériences positives. Donc, le volet expérientiel est super important. Les faire sortir du centre aussi. Des amener à vivre des expériences qui ont peut-être jamais vécu, là, aller dans un centre de formation professionnelle, exemple, voir c'est quoi ce métier-là, vraiment quelque chose de très concret. Il y a le volet aussi relationnel. Donc, l'effet de groupe, justement, qu'on dit, ça devient comme une deuxième, sérieux dans les décors, que ça devenait comme une deuxième famille. Oui. Oui, et puis c'est un emploi sécurisant aussi. Pas un endroit sécurisant, mais que ça est déjà arrivé. Il y en a qui sont arrivés avec, j'ai une fille avec sa petite doudoune, puis on a des coussins, fait que t'es fatigué, vas-y, parce que toute la nuit, il y a un party chez eux, puis il n'y a pas de place à dormir, parce qu'il y avait du monde qui dormait déjà dans son lit. Fait que le but, si tu es ici, c'est parce que tu as un besoin. On va répondre au premier besoin, ça reste à dormir, puis après ça, on continue à travailler avec. Fait que le volet relationnel, le lien de confiance qui est développé avec les autres participants puis avec l'intervenant qui est là, hyper important. Là, c'est primordial. Après ça, c'est sûr que tout l'aspect culturel, la transversalité de la culture, je pense que c'est ça qui fait la différence aussi dans les centres. T'sais, la culture est présente partout. Je veux dire, je pense pas qu'on peut retrouver ça ailleurs dans une autre organisation. Puis, en fait, tous les participants l'ont nommé. L'identité, la quête identitaire,
l'ancrage culturel, ça fait... Il faut qu'il y ait ça dans leur démarche. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ville, qui sont en perte de leur langue, qui n'ont pas eu qui ont pas eu la chance même d'apprendre leur langue. Fait que d'avoir un endroit comme ça où il y a des gens qui peuvent avoir de la transition culturelle, dans les centres, il y a des aînés, il y a des gens qui sont pas aînés, mais qui genre sont super pour transmettre la culture, ça fait vraiment une différence. Oui. Je suis curieuse de savoir, est-ce que les intervenants sont tous autochtones ou s'il y a des non-autochtones aussi? Nous, dans les centres, là, c'est vraiment... en fait, tu peux être non-autochtone puis aller fréquenter un centre d'amitié. Là. On est vraiment porte ouverte à tout le monde. Au niveau des intervenants? Non, les employés, là, c'est vraiment autant autochtones que non-autochtones. On ne fait pas de discrimination. C'est sûr que... Non, mais c'est parce que je sais que pour développer une confiance, des fois, ça peut aider, là, oui. Que ce soit un intervenant autochtone. Ben, drôlement, pas tant. Okay. Les gens sont comme... Si tu as comme une bonne approche... Si tu respectes l'approche culturelle. Oui, oui. Puis, tu sais, pour être engagé dans un centre d'amitié, il faut que tu sois ouvert, puis que, tu sais, je veux dire, ça se voit en entrevue, là, tu sais. Mais non, on fait pas les centres. Ben, c'est sûr que je pense dans le monde des arts, on aimerait bien ça, engager juste des personnes autochtones, mais c'est pas réaliste, là, pour vrai. Puis, je pense qu'on se couperait de gens qui sont vraiment compétents, puis qui sont vraiment des alliés, là, donc, ouais. Fait que, ben, c'est une mission. Hein, oui, c'est une mission. Ouais, faut l'avoir. Faut juste, je pense, l'avoir en soi, puis après ça, nous... Puis là-dedans, juste pour une petite parenthèse, on est en train de développer justement une formation pour toute personne qui va rentrer au centre d'amitié. C'est quoi la culture? Tu sais, oui, on la voit, oui, hey, je viens ici, puis il y en a beaucoup qui arrivent, même je viens ici, je vais aider, tout ça. Non, tu viens aider personne ici. Il faut les accompagner, mais tu ne les aideras pas. Il y a une grosse différence. Fait on est en train aussi là, de dire que la culture d'une personne autochtone qui est en ville, c'est pas toujours la même culture que quelqu'un qui est en communauté. Fait que les formations vont commencer à arriver, juste pour sécuriser aussi la personne qui va faire l'intervention. Parce que souvent, qu'est-ce que j'explique aux intervenants qui sortent de l'école? Ton amorce, ça ne prendra pas juste 15 minutes, puis en 15 minutes, si tu ne l'as pas fait, tu vas remettre ta rencontre. Peut-être ta première rencontre va durer 1h30, puis tu vas y parler de baseball ou de hockey. Là. Puis de vivre le moment présent. Quand quelqu'un vient, il veut pas avoir un plan de vie au début. Fait que, c'est toutes des petites affaires que oui, on travaille là-dessus. Moi, je veux juste savoir qui va offrir la formation à Val-d'Or? À Val-d'Or et où dans les autres centres, mais ça serait qui? Est-ce que ça serait qui offrirait la formation? Est-ce que ça va être comme toi qui est là pour... C'est pas encore rendu là. OK. Parce que dans l'organigramme du centre d'amitié, il y a un poste de développeur culturel. Puis aussi, on s'en va, on a le côté santé, on a nos infirmières, puis les médecins, puis les psychologues. Mais on va aussi dans le côté de santé, guérison, tout ce qui est guérison là, par nos propres moyens. On parle du soin de loge, on parle de certaines choses à faire. Oui. Fait que, avec les... oui, la COVID a le dos large, mais ça a breaké beaucoup de choses. Puis, en plus que notre site culturel il est en rénovation majeure, sur le terrain, on n'a pas pu vraiment travailler dessus. Mais c'est dans les plans là, prochainement d'avoir du monde autochtone. Puis, d'autres, on parle de sages-femmes, de sages-femmes ou des aidants naturels qui vont venir travailler avec nous autres. Donc, la portée des services, donc ce qu'on a documenté un peu, puis je mets une parenthèse aussi à ça, là, pas mal tous les intervenants nous ont dit, les anciens intervenants ou intervenants actuels nous ont dit que souvent, les retombées, l'impact des programmes, ça n'arrive pas tout de suite après un programme. Ça n'arrive pas, c'est pas instantané. Là. Les gens, c'est des gens super éloignés du marché du travail qui ont beaucoup d'obstacles. Mais ça reste que souvent, quand ils ont des nouvelles plus tard, des fois c'est quelques mois, des fois c'est quelques années, ils vont les anciens participants, les participants vont toujours nommer que ça a été le début, de vraiment là, d'être entré dans un programme comme ça a été le début de les motiver
pour soit retourner à l'école. Fait que vraiment, les retombées, là, c'est pas tout le temps un emploi. C'est vraiment le parcours de guérison. Il y a des gens qui après un parcours, ils vont aller vraiment faire un parcours de thérapie. Ils vont aller régler des choses là, qui sont beaucoup plus profondes que, je pense qu'on peut pas aborder individuellement dans un parcours d'employabilité. C'est beaucoup trop profond et vaste. Là, je veux dire, il est très, très personnel à chaque personne ici. Donc, mais ça a développé leur réseau social. Ils savent maintenant où aller chercher des ressources. Ils ont des points d'ancrage ensemble. Ils ont développé des liens avec d'autres participants. C'est vraiment, là... moi, en tout cas, il y avait juste du positif à entrer dans le programme en employabilité. Qu'il ait fini ou non le programme, ça l'a allumé un étincelle, quelque chose qui fait en sorte qu'ils ont fait d'autres démarches par la suite. Puis on a rencontré beaucoup d'anciens participants. Donc, les constats, bien là, je pense, c'est continuer d'avoir des programmes en employabilité, même si au quotidien, il y a quand même des défis importants. Là. Je pense que tout le monde dit ça dans leur milieu, mais la rétention de main-d'œuvre, on l'a vu nous autres aussi, dans les centres. Donc, puis c'est des programmes que. Il y a tellement d'implications de la part des intervenants là, que il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là, qui a une stabilité dans ces programmes-là. Puis c'est ça qui est difficile. Puis avec la COVID, c'est sûr que ça l'a vraiment pas aidé. Là. Donc, continuer à avoir du financement pour vraiment donner des bons services en employabilité. Puis de ne pas non plus rentrer dans le... C'est quoi le résultat final après un parcours? C'est pas ça l'approche des centres, c'est pas ça... quand on parle d'impact social, on peut pas juste cocher une case à la fin. Il faut vraiment aller à plus long terme. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que Natacha va ramener là, quand elle va aller passer des entrevues avec des participants qui ont fini leur programme. Puis ça en est comme... Il y en a qui ça va faire comme 3 ans. Là. Ouais. Puis en tout cas, elle a fait les appels déjà. Là, puis il y a du monde qui sont comme... Ça va vraiment bien dans leur vie. Fait que je suis comme... On le voit que ça a un impact. Puis en gros, le constat, c'est que les parcours en employabilité dans les centres, c'est comme une porte d'entrée pour comme tous les services. Parce qu'on se rend compte que c'est pas mal moins gênant de demander de l'aide pour te trouver un emploi que de dire « Je pense que j'ai plein de problèmes psychosociaux, peux-tu m'aider? » Fait que c'est un peu ça. C'est tellement quelque chose de comme moins gênant d'aborder qu'on s'est rendu compte que ça devenait souvent une porte d'entrée pour là, aller vraiment entourer la personne de ressources. On le voit là, dans les parcours, la santé, tu le dis maintenant, c'est un préalable. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé majeurs, vraiment, là, pas juste au niveau psychologique, mais je veux dire, santé physique. Là. Des petits bobos qui deviennent gros là, parce qu'on prend pas, on s'occupe pas du petit bobo. Là. Ça peut dégénérer vite. Fait que, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a des cliniques médicales qui existent dans les centres, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un besoin, puis que c'était, à un moment donné, tout est dans tout. Si t'es pas en santé physique, mentale, tu peux pas penser aller plus loin. Là, je veux dire, il y a des choses qu'il faut régler en amont. Là, puis ça prévient beaucoup de choses d'avoir des cliniques médicales. Oui, parce que pour toutes les bonnes raisons au monde, ou les moins bonnes, il y a beaucoup de personnes qui n'iront pas voir les soins de santé. Non. Tu as des mauvaises expériences, une très grande gêne, qu'est-ce qu'ils vont me dire, puis... Fait que, ils vont minimiser aussi, souvent. Oui. Puis... c'est pas grave, je n'irai pas consulter pour ça, mais finalement, c'est grave. Bien, on a rentré qui rentrait, il y avait un empoisonnement de sang là, sur une plaie qui n'a pas guéri. Mais il ne faut pas oublier que certaines personnes ont des santé déjà précaires de génération en génération. On va parler du diabète, on va parler de la haute pression, tout. Fait que ça minimise. Puis, de ne pas aller, des fois, ils n'ont pas leur carte. Ils ont peur des services, ou juste être jugés. Parce qu'il y en a qui sont tellement, sont tellement pris dans leur petit appartement ou dans leur... Ils ne parlent pas à grand monde. Donc, le jugement est très fort. Fait que c'est ça. Ils attendent. Ils ne se rendront pas d'eux-mêmes. Des fois, ils vont rentrer en ambulance. C'est pas mal là. Fait que là, on a la chance d'avoir des médecins pratiquement chaque jour semaine qui vont être en retard. Des autres centres aussi, puis des infirmières permanentes. Oui. On est parti, moi, quand le programme il est environ, ça fait plus d'une dizaine d'années que ça roule. Il a commencé avec le nom de David au Centre de l'Éducation autochtone. Je ne travaillais pas là dans le temps, mais je travaillais
connexes à eux autres. Puis, mais ça vient, le gouvernement dit, on a besoin des Autochtones, on va les former, ils vont aller travailler. Donc, c'est un beau programme de 6 mois, 3 mois en classe avec les commissions scolaires, puis 3 mois sur le marché du travail. Pour certaines personnes, ça marchait parce que, comment on peut dire, tous ceux qui étaient plus ou moins près du marché du travail, ils se sont dit, hey, on y va. Tu sais, ils sont allumés, on y va, fait que les cohortes, ça roulait bien. Mais c'est comme un gâteau, une fois que tu as enlevé la crème, les meilleurs sont placés, ou les meilleurs sont retournés à l'école, ou ils travaillent. Fait que là, qu'est-ce qu'on s'est aperçu un petit peu avant, avec toutes les recherches aussi, c'est que notre clientèle, elle s'en est de plus en plus loin du marché du travail. Puis il y en a beaucoup aussi que, tu sais, à Val-d'Or, on a 3 communautés quand même qui sont assez proches. Puis il y en a dont une, comme à Kitsakit, là, il n'y a aucun service, là, pas d'eau ni d'électricité et tout. Fait que là, ils se débrouillent avec leur petite école et tout. Mais là, quand tu as une famille, puis vous êtes dans une petite cabane, là, environ là, la grosseur des poteaux ici, là, on est 8. Puis les enfants couchent dans des hamacs sur le mur. Tu vas avoir tes propres choses. Fait qu'il y en a qui sortent des communautés. C'est la même chose au Lac-Simon parce que c'est surpeuplé. Lac-Simon, ils ont le même problème que partout en ville à Val-d'Or. Val-d'or, Il n'y a pas de logement. le taux d'inoccupation est en bas de 0,04 %. Fait qu'il n'y en a pas. Puis le louer un autochtone, bonne chance. Fait que, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Fait que là, les jeunes sont comme un peu plus délaissés. C'est des couch surfers qu'on appelle, qui vont aller chez un cousin, chez un autre, puis tout. Puis un bout de temps, on était rendu avec ceux qui étaient vraiment décrochage social. Ils étaient à la rue. Fait qu'on s'est reviré de bord. Là, il y a plusieurs départements au centre d'amitié. On a chez Willy, qui fait que, tous ceux qui sont vraiment à la rue, qui sont itinérants, ou, ils ont déjà quelqu'un là qui peut l'en prendre. Fait que ça dégageait un petit peu, mais nous autres, on travaille avec tous ceux qui sont plus jeunes, puis qui ont ils veulent retourner, comme tout le monde, sur le marché de l'emploi, parce que là, on en demande. Ils veulent retourner peut-être à l'école parce que il y en a beaucoup qui ont arrêté en première année, deuxième année, qui sont rendus à 17, 18 ans. Parce que sur les communautés, c'est pas comme ici, si tu arrêtes ton école avant 16 ans, mais tu n'as pas le droit, il y a une loi. Fait que là-bas, mais des fois, il n'y en a pas. Ils ne sont pas là. Fait que, qu'est-ce qu'on parlait tantôt de 25-30 ans, c'est descendu à 16-18. Présentement, je travaille beaucoup avec des 16, 18, 20 ans. Puis, sont en décrochage social, là, ça c'est sûr. C'est ce que je parlais, peut-être à 9 ans, ils ont arrêté d'aller à l'école. Ils n'ont pas vraiment. Ils ont des places pour rester, mais encore là, vu qu'il n'y a pas de logement à Val-d'Or. L'itinérance cachée. Oui, il y a ça. Puis, ou encore dans des logements, mais ils sont 2 familles. Ils sont très loin du marché du travail, ils sont plus jeunes. Puis, là, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils viennent nous voir, avant, c'était un programme, il fallait que tu t'inscrives, tu avais une entrevue, tu avais... Là, maintenant, c'est... Tu traverses la porte, tu dis, j'aimerais peut-être voir, on va le rencontrer tranquillement, on va l'apporter, puis il n'y a aucune obligation, c'est volontaire. Parce qu'avant, il y avait de l'argent dans la nature. On payait le monde, mais c'est un autre problème. Parce que plus qu'on les payait, plus qu'ils dépensaient sur d'autres choses, puis moins qu'ils rentraient, puis plus qu'on les coupait. Fait que, c'est pas devenir une police non plus. Là. Non. Fait que tout ce qu'on fait maintenant, on commence juste par la confiance en soi. Comme que je vous disais tantôt, là, quelqu'un de rentrer puis de se nommer, c'était déjà beaucoup. Donc, on fait des jeux ludiques de même pour discuter. Un de mes exemples, là, il y en a un qui est rentré avec son ami, il avait ses écouteurs, puis je dis, il est assez. Elle dit, non, moi, je viens masquer là, parce que moi, je vis dans ma bulle, puis je ne veux pas me faire, déranger. Je me regarde, prends-toi un coussin. Là, au fil du temps, parce qu'on le voyait, des fois, il écoutait, il remettait sa musique quand on voyait qu'on le regardait. Puis, t'as rien de même? OK. Au fil du temps. Lui, c'est une belle réussite parce que, oui,
Sauf qu'on a créé un petit monstre parce qu'il n'arrête pas de parler. Il est monté à Montréal avec, là. My God. Oui, c'est le fun. Parce que là, aujourd'hui, il a son travail et tout, puis il pense même peut-être vouloir avoir une famille. La façon qu'on fait aussi, c'est qu'avant, tout le monde, on était assis de même, sur des chaises. On avait un cahier, des cahiers, c'est épais, puis là, c'était construit de telle affaire, telle affaire. Il fallait plus leur parler. Si tu avais des problèmes à la maison, il fallait que tu en nommes 5, il fallait que tu nommes des valeurs, c'était l'enfer. Ça ne fonctionnait pas, puis on s'est dit, bon, mais s'ils ne sont pas assis à l'école, il y a une bonne raison. Fait que pourquoi qu'on les ramènerait dans une situation où est-ce que ça ressemble à l'école? Qu'est-ce qu'on a fait, là, le local que j'ai pour travailler? On a tout enlevé les tables. On en garde là, pour faire d'autres choses, là, de l'art. Parce que je travaille beaucoup avec l'art aussi pour laisser sortir des choses. Fait que c'est un beau tapis. Puis on a tous des gros beanbags qu'on est capable de s'asseoir, mais pas capable de se lever. Ben, dépendamment de l'âge. Je vais me mettre une corde pour monter. Puis, pourquoi? Parce que juste pour être au même niveau. En partant, tout le monde est au même niveau. Fait qu'on va faire certains jeux, puis il y a beaucoup de discussions, mais on accepte tout le monde, quelqu'un qui est plus près du marché de l'emploi, quelqu'un qui est très loin du marché de l'emploi. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que souvent, je vais les amener quelque part par un jeu, une émission qu'on va écouter, un conte. Des fois aussi, juste un exemple. C'est qui ton héros préféré? Ah, ben moi, c'est Spider-Man. Ah, ouais, OK. Ben pourquoi? Ben je sais pas, tu sais. On va l'écouter toute la gang ensemble. Puis après ça, on en parle. Fait qu'on ramène tout le temps des discussions. Fait que tranquillement, il y en a, même si tu dis un mot, c'est correct. Fait qu'on valorise juste au début d'être capable de discuter, parler. Puis après ça, là, on va faire d'autres choses, est-ce que tu vas prendre le devant. Mais qu'est-ce que... Hein? Vous avez déjà fait du théâtre d'intervention aussi? Oui. Ouais, en théâtre, on a fait un peu d'improvisation avec certains groupes. C'est pas avec tout le monde que ça marche. On n'a pas encore essayé le karaoké. Ben, il y en a qui chantent, mais pas avant minuit. Ah ouais, c'est ça. Dont moi. Fait que le programme a vraiment avancé. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que le centre et le regroupement est capable de convaincre les instances gouvernementales aussi de dire que hey, en 3 mois ou 6 mois, tu ne changeras pas de vie. Ça, c'est tellement important depuis que j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Fait que là, la première phase qu'on a, on a au moins 52 semaines. Puis, là-dedans, si, admettons, là, la personne, bon, ben, va aller travailler, là, il y a une autre phase qui est de la préparation de l'emploi. Après ça, on s'en va en emploi, mais on accompagne aussi. Qu'est-ce qui est très important, c'est l'accompagnement. Juste, sans dire que tu vas dire à l'employeur quoi faire, mais juste de faire comprendre à l'employeur que tu es là pour lui, puis faire le pont entre certaines choses. C'est avec Sophie, je pense qu'on parlait que des fois, tu vas donner des directives à quelqu'un. Un autochtone, là, des fois, les mots n'existent même pas. Fait que là, il t'écoute, ou qu'il pense en sa langue, pour essayer de savoir qu'est-ce que tu veux dire. Puis la plupart des mots n'existent pas. Tu n'en parleras pas, mais il n'a rien compris. Ça me fait penser à certains films, là, quand les comédies, là, quelqu'un demande en espagnol, « Puis, t'as compris? » « Si. » C'est la seule chose qu'il sait dire. « Si. » Fait que, on fait juste, des fois c'est les lundis que j'aime faire ça, c'est, bon, mais on parle on va écouter une nouvelle. Pourquoi? C'est il y a d'autres choses qui existent à part Facebook. Puis, qu'est-ce que tu vas parler à ton break? Tu vas travailler, tout le monde aussi doit se souvenir sa première job, quand on était jeune, puis ton premier break. Fait imagine si déjà là, tu es gêné, parce que la gêne est une... Même moi, là,
Je suis une personne extrêmement gênée. Bon, on dit, ouais, mais là, t'animes tout ça. Moi, mais je ne le savais pas, ça. Jusqu'à temps qu'on m'a dit, mais là, t'animes. Ah. M'avoir dit ça, il y a quelques années, jamais. Je me suis développé quelque chose de même, c'est arrivé par accident. Mais vous allez me voir quelque part, je vais être vraiment dans mon coin. Là, je suis Marco, la personne qui travaille. Je suis capable de quand même leur dire, regarde, la gêne, là, ça ne se guérit pas, mais il faut que tu travailles avec. Mais eux autres, travailler, des fois, là, aussi, être capable de les suivre en emploi, c'est que si jamais il va arriver en retard, il ne passera pas la porte. Il ne passera pas la porte, il est trop gêné. Fait qu'en venant le lendemain, il n'est pas sûr non plus. Fait que des fois, ça arrive souvent, tout, il disparaît. Il disparaît, puis après ça, tu en entends parler une couple de semaines après, il dit, bon, mais la tempête est finie. Puis... Fait que c'est là où l'accompagnement vient faire que, non, ben regarde, tu es en retard, c'est correct, on va y retourner. On va s'expliquer, puis on va te montrer comment en parler aussi. On parle aussi comment recevoir toutes les... tu sais, veux pas, même s'il y a eu beaucoup de choses de fait dans un... Tu sais, comme à Val-d'Or, c'est quand même une ville qui se passe beaucoup d'affaires avec les Autochtones. Puis vous êtes peut-être au courant aussi de ce qui s'est passé, là, les dénonciations des femmes envers les policiers. Bon, bien ça a apporté une Tension. marge de plus. Donc, comment le monde parle à Val-d'Or? C'est une ville que, bon, c'est une ville minière, mais il y a tout le temps eu quand même un niveau de racisme quand même assez haut. Et je me souviens d'avoir rentré au Crédit avec ma mère, puis non, les Indiens, c'est là-bas qui payent. Je parle de 1975 environ, 65. Il y a beaucoup de choses de changer, mais il en reste encore. Puis, qu'est-ce j'aime parler de ça, c'est comment qu'on répond à ça. Tu sais, tu as le choix de crier après, tu as le choix de vouloir le battre, tu as le choix de torpiller, tout ça. Fait que ça, c'est d'autres ateliers qu'on fait que tu vas donner comment recevoir ça. Puis des fois, c'est ridicule, là. Quand ils ont barré, les Autochtones avaient barré le chemin de fer pour le pipeline dans l'Ouest. Bon, mais il y a deux de mes élèves qui ont été à l'épicerie, puis il y a un monsieur qui les a crié après, c'est à cause de vous autres, les raisins sont chers. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ben, les raisins ne viennent pas de l'Ouest. Non, c'est ça. Mais, parce qu'il y a tout le temps ça, puis les micro-attaques que les personnes subissent. C'est sans le savoir. Là, ah, c'est un qui joue. Ah, ouais, mais toi, t'es pas pareil. Fait que, faut être capable de, quelque part, dire que, comment être capable de gérer tout ça. Puis, à notre tour, de ne pas être raciste. Parce que c'est trop facile, là. Ça, je l'ai vu, puis des fois, ils disent, ouais, mais parce qu'il est raciste. Non, non, c'est pas parce qu'il est raciste. S'il te dit de faire ça de telle manière, c'est ton boss. T'sais? Fait qu'il y a deux éléments. Fait que ça, c'est tout le côté employabilité. Puis après ça, on a la mise à l'emploi. Avant ça, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est, je visite tous les centres de formation professionnelle à Val-d'Or. Maintenant, on va faire ceux de la région. Parce que Val-d'Or, c'est moins gros que Montréal, on s'entend. Donc, il y a, au niveau formation professionnelle, on a les mines. On a la mécanique automobile, la carrosserie, bon, mais tout ce qui est coiffeuse, tout ça. Mais comme à Amos. Il y a vente conseil. Pardon? Il y a vente conseil. Vente conseil, oui. Puis comme à Amos, c'est plus un niveau santé. À la SAR, c'est les cuisines, boucheries, mécaniques sur les gros camions, puis à Rouen, c'est la construction, l'électricité. Mais passer Val-d'Or, à la limite de Val-d'Or, ils ont de la difficulté à aller. Aller à Rouen, aller à Amos, c'est difficile. Mais à la Gatineau, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des formations qui ont été montées, puis ils ont été entourés là-bas. Fait qu'on leur fait découvrir d'autres choses. L'autre chose que j'ai commencé à faire avec le groupe, c'est sortir de Val-d'Or. Sortir de la région carrément. Dire, ben, hey, on s'en va. Un des voyages, c'était juste pour avoir du fun. Puis, bon, on s'est fait questionner beaucoup. C'est un méchant challenge, moi puis Étienne, dans le temps. C'est qu'on leur a dit, ben, on les amène coucher au centre-ville. Puis là, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont quand même des problèmes
de consommation qui travaillent. Ils disent, ouais, mais là, comment vous allez faire pour les checker? Comment vous allez faire pour les surveiller? Les adultes. Si on veut avoir quelqu'un de responsable, il faut leur donner des responsabilités. Fait que pour parler pratiquement toute la gang, c'était la première fois qu'elle allait à Montréal. Mais il y en a qui ont été, mais c'était dans un autobus, tu rentrais, tu avais l'activité, tu en sortais, qui avait le choix de coucher au centre-ville. Puis nous autres, on avait des affaires, puis on se revoit à 8 h demain matin. C'était un des plus beaux voyages, je veux vous dire. Puis de voir, on était à la ronde, puis de voir certaines, comme une des filles, elle a 20 ans, mais depuis l'âge de 9 ans, c'est elle qui est chef de famille, en tout. Fait que de voir que cette fille-là, dans ses yeux, pour une journée, était capable de rire puis de regarder le monde d'une fille de 20 ans. Fait que là, c'est aperçu qu'il y avait d'autres choses que Val d'Or. Puis aujourd'hui, tu vois, il est au collège au cégep à Gatineau. Fait qu'on fait des expériences. L'autre expérience qu'on fait, c'est avec Execo, puis comment ça s'appelle? Le Carrefour Jeunesse Emploi de Montréal-Nord. Pourquoi Montréal-Nord? Bien, on sait qu'à Montréal-Nord, c'est plus une communauté noire. Fait qu'on voulait leur montrer que il n'y a pas juste des autres qui subissent des choses au Québec. Fait que de s'asseoir avec les deux, c'était des belles échanges, puis ils se sont aperçus que, bon, tu as dit, il n'y a pas juste nous autres, on ne fait pas pitié. Là. Fait qu'on les apporte à l'extérieur, parce que souvent, on faisait peut-être la même affaire. On va aller prendre une marche de bois, on va faire des mocassins, puis je suis pas le gars qui fait des mocassins. Mais oui. Parce que, tu sais, souvent, il faut que ça soit culturellement sécurisant. Oui. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui dit, ouais, ben oui, vous allez faire des mocassins. Non. Non. Fait que moi, les petites bébelles, là, j'en fais pas. Je dis, pour être capable de s'afficher comme autochtone, il faut que tu sois capable de le dire. Puis, il faut que tu aies une confiance en soi. Puis, je prends l'exemple de mon arbre. Un arbre, ça pousse dans le bois, ça pousse en communauté dans une forêt. Mais ça va arriver qu'il faut avoir un arbre en pleine ville. C'est-tu un arbre? Oui, c'est un arbre. Est-ce que... comment il est? Il est en forme, il a des feuilles, puis tout. Puis, il y a ses racines. Bon, bien, tant qu'il crée ses racines, il est un arbre. Il n'y a personne qui est obligé de dire « Hey, t'es un arbre », il le sait. Mais c'est la même chose que les Autochtones qui sont en ville. Si tu n'as pas tu sais, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que quand vous engagez quelqu'un, tu sais, dire « Hey, on va faire un programme spécial des Autochtones », c'est le fun. Mais aussi, tu viens d'y mettre une belle étiquette dans le fond. Où est-ce que ça peut changer? C'est la discussion que vous allez avoir avec. Lui expliquer qu'est-ce que tu veux, puis lui, comment il voit les choses. Puis j'encourage beaucoup, parce qu'on le fait à Val-d'Or, puis je le fais depuis des dizaines d'années, c'est de les suivre ou avoir quelqu'un dans l'entourage qui est capable d'aller les voir, prendre le temps, puis qui a une relation de confiance. Parce que juste la petite affaire de « Ah, il est arrivé en retard, il n'est pas rentré », ou encore un collègue va y faire une joke. Mais des fois, comment elle va être perçue? Ils disent « Ouais, mais là, il m'agace, tout ça. » C'est peut-être dire que, en fait, compte, tu fais partie de la gang, ou tu le prends comme je ne sais pas, tu sais, il ne veut pas que je travaille avec lui. Donc, avoir quelqu'un qui est en relation. Parce que nous autres, on le filme. À chaque fois qu'on place quelqu'un, on le suit. Puis, on offre à l'employeur le temps que ça prend. L'autre chose, avant d'aller à l'emploi, c'est que le programme est fait que tu peux te tromper. Puis, qu'est-ce que je leur dis? Vous allez tomber. Tu sais, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis, à un moment donné, il va arriver un événement, puis, bang, on retourne dans la consommation, on recule, on perd sa job et tout. Fait que le programme est fait que si jamais tu es rendu une place où tu es en emploi, puis ça va mal, reviens en phase 1. On va travailler qu'est-ce qu'il y a à travailler, puis après ça, on continue. Parce qu'on a déjà eu des programmes que, si tu n'es pas là, tu as trop d'absence, mais tu es dehors. L'autre chose, c'est, on parle de santé.
Maintenant, quelqu'un qui rentre, j'y offre tout de suite. La première des choses, c'est service de santé. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un médecin? Est-ce que tu as déjà. Tu sais, là, tu vois les physionomies de quelqu'un. Si quelqu'un est en surpoids, puis il est tout le temps fatigué, est-ce que. Penses-tu que tu fais du diabète? On va l'approcher. Fait qu'on fait faire des bilans. Il y a des jeunes filles qui m'ont dit ouais, ben, ça fait comme 4 ans que je n'ai pas vu un docteur. Ah! Qu'est-ce qui est le fun, c'est au centre. Fait que tu n'as pas besoin de dire ben, il est temps, on va prendre le tour, puis on va t'accompagner à l'hôpital, puis on va attendre 8 heures, fait qu'on va se connaître. Oui. Avant, on le faisait. On faisait, ouais. Mais là, on a la chance d'avoir ces services-là. On fait beaucoup d'interventions en groupe. Parce que, veux pas, on va, si tu veux être capable de travailler sur toi, il faut que tu acceptes qui tu es. Ça, c'est une des premières choses que je leur demande. On va accepter qui tu es, avec toutes les bonnes choses, puis les choses à travailler. Parce que si tu me parles d'une personne que tu veux être, ben on va travailler sa mauvaise personne. Fait que des fois, on va aller chercher des choses que qu'est-ce qui s'est passé plus jeune, s'ils ont été agressés, s'ils ont été battus, ils ont aussi la consommation. Fait qu'on on va toucher à toutes ces choses-là. Avant, quand on avait une plus grosse équipe de CEC, on prenait des caseloads, on les suivait, mais on s'est aperçu que c'était pas bon. J'étais rendu un caseload entre 50 et 60 personnes. Fait que maintenant, on a une équipe de personnes, d'intervenants psychosociaux. Moi, mon rôle, c'est de savoir, bon, comment que ça va. Qu'est-ce que ça va pas, puis tout ça, OK. J'ai quelqu'un pour toi, ça te tente ça, on va aller se trouver quelqu'un qui va pouvoir te suivre à long terme. Puis, on va pratiquer tout ce que tu as à faire. Là. Fait que, le service, comme tu parlais, Stéphanie, là, des fois, ils vont rentrer là, mais ils ne veulent pas peut-être venir jaser et tout ça. Ils ont besoin d'autres choses. Ou ils viennent pour quelqu'un d'autre. Ça arrive souvent. Oui. Ouais. Là, ça fait, je pense, la 3e année qu'on a réduit les groupes. On était à 16 à 18. On les a réduits environ à 8 à 10. Pourquoi? Parce qu'on a plus de temps à passer avec chacun. Avant, on en avait beaucoup, mais on échappait. Il fallait être au moins 2 ou 3 dans la salle, parce que quand tu parles de quelque chose, tu envoies décrocher. Fait que maintenant, on réduit les groupes, on prend plus de temps, puis la vitesse est moins vite, mais on essaie de travailler quelque chose, on le pratique, puis une fois qu'on est quand même pas si pire avec, on va y aller. On va continuer. Puis des fois, tu sais, on dit, il y a peut-être un leader dans la gang, tout ça, mais c'est là où il commence, veut pas, son projet d'employabilité. Il dit, hey, tu sais, t'es leader, là, tu sais. Leadons le groupe tantôt, là, pour aller, quand on va aller faire l'arbre en arbre, quelque chose de même, puis tout ça. Puis, mais on commence déjà avec les responsabilités. Fait qu'on part vraiment du bas, en montant. Puis, on travaille avec eux autres juste pour bâtir la confiance en soi. Parce que moi, je suis un conseiller d'enrichissement des compétences. Qu'est-ce que je fais? C'est que j'enrichis les compétences. T'en as, on va l'enrichir. Tu ne le sais pas, on va la trouver et on va l'enrichir. C'est pour ça que le temps, maintenant, il est plus long, mais beaucoup de monde nous dit « Ouais, mais on a besoin tout de suite. » Tu ne l'auras pas tout de suite. Parce qu'avant, on l'envoyait. « Ah, je veux travailler. » Ça va arriver, quelqu'un va venir nous voir, puis il dit « Ben moi, je veux travailler, je veux faire mon CV. » OK. Ton CV, c'est une page blanche. Ou tu as changé 12 fois d'emploi en 3 semaines. Je pense qu'il y a un problème. Fait qu'on les demande de venir. S'ils ne veulent pas, c'est correct, on fait le CV. Puis, oublie pas, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, viens voir. C'est ça, dans le fond, la distinction entre développement et enrichissement. Ouais. C'est le prendre le temps. Oui, le temps est très, très important. Parce que si on leur donne un laps de temps, dire, OK, dans 2 mois, on va faire ça, puis tu devrais être rendu là, puis tout ça, là. Non, ça ne marche pas. Puis il y en a que ça va prendre peut-être 6 mois à débloquer. Juste parce qu'ils sont anxieux et sont gênés. Puis, on parle d'anxiété. C'est là où les médecins viennent nous aider, parce qu'ils sont pratiquement tous anxieux. Mais il y en a beaucoup aussi qui disent « Ah, ben moi, je ne prendrai pas de chimie. »
OK? Tu fais quoi d'abord? Je fume du pot. Fait que c'est des années, comprendre que, bon, ben, c'est là pour toi, parce qu'ils ont tout le temps eu des mauvaises expériences à l'hôpital ou quelque chose de même, puis ça ne marche pas. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est que s'il y a un suivi avec un médecin, on s'assure qu'il l'a. Puis des fois, mais la communication, tu sais, quand on est diabétique ou anxieux, les médicaments, c'est pas la première fois que ça va marcher. On va avoir des doses à faire, tout ça. Fait que c'est là où c'est important que nous autres, on les suit encore. Même s'il n'est plus dans le courant, je vais quand même le suivre, voir, tu prends tes médicaments, comment ça va, t'aimes pas ça, tu parles au médecin, non, ah, bon, ben. Fait que l'enrichissement des compétences, c'est pas juste de prendre quelqu'un, de l'envoyer à l'emploi, mais c'est vraiment prendre quelqu'un, tantôt que je disais, c'est qui veut retourner à l'école, ou veut avoir une meilleure vie. Fait que, puis, il y en a qui reviennent nous voir un an ou 2 ans après, bien là, je suis prêt. Puis on travaille beaucoup. Oui? Je veux pas... Non, non. Je me demande, parce que tu parlais au début que tu étais plus conseiller en emploi, avec des programmes plus rigides, puis vous avez comme assoupli, adapté, développé, innové. Ça a pris combien de temps faire ça? Puis est-ce que vous avez vécu des résistances? Puis, ah oui. Puis comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait sur le terrain à coup d'essai-erreur? Où est-ce que ça s'est fait maintenant? Bon, mais ça s'est fait Là, vous avez eu l'évaluation vous aviez une entente pour 5 ans avec le fédéral. Puis là, il y avait l'évaluation à faire. Puis c'est là qu'on s'est assis, il y a une grosse équipe, puis on dit, hey, il y a des problèmes. Des affaires qui ne marchent pas, oui. Puis, qu'est-ce que le gouvernement veut? Puis, qu'est-ce que les redditions de comptes sont capables de faire en travaillant la vérité? Puis, avec tout ça, ça a pris peut-être un bon 2 ans. On est encore en continuité là, de travailler là-dedans. Là. Fait que ça fait au moins 2-3 ans qu'on est là-dessus. Mais en même temps, je pense que les fonctionnaires aussi avaient beaucoup, de réticence, oui. Avaient beaucoup de réticence, mais vous avez tellement travaillé en collaboration qu'à un moment donné, ça finit, à force de taper sur le clou, à un moment donné, il y a du monde qui finit par comprendre que ça, ce qui est demandé puis la réalité, ben c'est pas nécessairement deux choses qui sont collées, là, je veux dire. Puis d'un part et d'autre, il faut s'adapter. Il faut adapter, là, si on veut. Ils veulent que vous continuez à donner des services, mais les services qu'ils vous demandent de donner, ça marche pas. Il y a des choses que vous le savez que ça fonctionne pas. Bien là, après ça, comment on fait pour travailler ensemble puis que les deux remplissent un peu leur objectif? Là, parce que le but, c'est le mieux-être global des gens. Là. C'est toujours ça. Là. C'est drôle, un de nos alliés maintenant, c'est Emploi Québec. Hein? Dans votre région, oui. Oui. Quand tu dis qu'on a travaillé fort. Oui. Question technique, là, je suis curieuse de savoir, votre financement fédéral, il arrive des affaires... non, c'est EDSC. Okay. Pour employabilité, là, c'est EDSC. Mais c'est vous êtes le seul centre au Québec qui a... Parce que ça demande... Ça, je me demandais, parce que... Ah non, mais c'est du travail. Les autres sont une grosse équipe, là. Ils peuvent faire ça, là. À l'année, oui. Ils sont beaucoup à Val-d'Or, là, à un moment donné. Au plus gros, vous étiez 100 employés. Ah, t'as 124. C'est pas toutes les centres d'amitié. Ben non, la plupart des centres d'amitié sont comme 20. Il y a des centres qui sont 10. Je veux dire, il faut avoir aussi toutes les la reddition de compte est très demandante. Là, ceux qui écrivent les projets, tout ça, je pense, sont 7 ou 8. C'est ça. Ça, c'est la mire. Oui. Ouais. Ils ont une équipe, eux autres, qui sert à ça. Moi, je t'ai harcelé de tout bon côté, faire mes maudites stats. Oui. Bien, c'est ça. Ils ont l'équipe là, pour être capable de mener puis de rendre les comptes par rapport à ces financements-là qui sont beaucoup plus importants que ce que Emploi Québec peut financer. Là. Mais il faut avoir les capacités organisationnelles de rendre les comptes. Puis, je veux dire, tu veux pas non plus faire un projet, un parcours baboche là, que finalement, ça... Non. Au provincial, toi, tu es là pour supporter les centres d'amitié. Oui. Ça aide beaucoup, justement, vu que souvent, c'est des... En tout cas, je conseille en partenariat à la direction régionale de service Québec à la capitale nationale. Puis, il y a un des centres d'amitié de la région qui est Manuc. Oui. Et il fait partie, dans le fond, du regroupement. Oui. Puis, ils ont un PPE. Oui. On a préparation d'emploi. On a un projet... Ben, c'est juste...
Théo dans C'est Théo, oui. Ouais, c'est Ouais. le même principe. Là. Ouais. Puis, c'est Ils ont ça. tous des noms c'est ça, qui des fit avec noms. eux. Mais Stéphanie, tu sais, elle est là pour les accompagner, Ouais. puis les soutenir. Oui, beaucoup de représentation. C'est moi qui est là sur le comité consultatif. Nation Inuit relative au marché du travail. Tu sais, toutes les représentations, plus tu sais, l'évaluation de la stratégie ministérielle, le programme d'intégration, ben, faut pas que je dise socio-professionnel, ils vont me taper professionnel. Tu sais, c'est moi qui est là pour faire ces comités-là et tout. Puis je suis là pour les soutenir. Mais Val d'Or, ça va. Ouais, ben, Vous êtes bien ferrés. On a quand même une grosse équipe parce que les PPE, quand ils ont commencé, nous autres, Ah, excusez, je vais déjà, faire on avait déjà une structure, fait qu'on l'a juste peaufiné. Puis, tu sais, quand on a dit que ça prendrait un an et plus, bien, ça s'est pas fait de même. Là. Non. Puis même encore, il fallait aller chercher d'autres partenaires, dont Emploi Québec, avec leur nouveau programme qui donne mes forces, mes compétences. Nous autres, on l'appelait Maggie McQueen. C'est que, bon, bien, ceux qui veulent revenir sur le marché du travail ont 52 semaines pour y arriver. Parce que dans le fond, tu sais, Val d'Or, eux autres, comment c'est fait, là, puis c'est le seul centre qui est de même, là, c'est pour ça que c'est gros. Vous êtes tout le temps. Vous pensez think of the box, fait que c'est correct. Mais tu sais, au début, il y avait 5 parcours. Puis dans les 5 parcours, il y avait un parcours qui était financé par Emploi Québec, puis les 4 autres étaient financés par EDSC, au fédéral. Mais maintenant, si vous l'avez pu penser comme ça, là, vous mélangez un peu les tu sais, il n'y a pas eu. C'était trop 5 parcours, là. C'est beaucoup, là. C'est très demandant, là. Parce qu'on avait un Chiman, c'était 7 semaines. Puis le monde rentre parce que c'est un service. Ça, il faut tout le temps, là, avoir la pensée que quand quelqu'un vient à une activité, je dis aux intervenants, il est l'œil ouvert parce que s'il vient, il ne dit pas un mot, il y a rien d'autre activité, il ne dit pas un mot, il vient pour un besoin. Fait qu'il venait pour un besoin, bon, ben moi, il y a celle-là, il y a cette semaine, OK, je rentre. Puis c'est juste d'apprendre à faire ton CV, technique d'entrevue. Mais il te l'envoie du marché du travail. On n'envoie pas l'emploi, là. Non. Fait qu'on avait des ratés aussi, parce qu'il n'était pas dans la bonne classe. Fait que là, maintenant, il y a une porte d'entrée. Ton parcours peut durer 2 mois. Peut durer 2 ans. Peut durer 1 an, 2 ans. Tout dépendamment de ce que tu es. Fait que c'est pas mal plus simple pour eux autres, là. La dernière fois, c'est un gemme, c'est ça? Non. Au fédéral, mais tu sais, Ouais, c'est juste. je comprends. C'est un. Non, ben, c'est le finance. C'est le finance. Ça a des titres longs de même avec des acronymes. C'est un financement. Ben, tu as le financement que la CDH a pour qu'ils ont les ententes avec la PNQL pour donner des services urbains puis sur communauté. OK. Ça, c'est le programme, tu sais, c'est juste le politique qui peut aller. Ouais. C'est juste les communautés ou les instances politiques qui peuvent aller chercher ce financement-là. Puis tu as le programme qui est à côté, que là, c'est ouvert à toutes les organisations autochtones. Oui, je me souviens jamais, là, ça a un nom sérieux. Puis ils l'ont changé plusieurs fois, le nom du programme. C'est Il faut que tu commences à l'apprendre. ben, c'est tout le temps la même affaire, là. Puis, tu sais, ça revient, tu sais, le dernier appel, c'était en 2016. C'est là où ils ont commencé leur première mouture justement, de tous ces parcours-là. Puis là, il y a eu le renouvellement cette année. Il l'avait extensionné là, pour 1 an à cause de la COVID. Mais tu sais, c'est des affaires qui s'apprend. Tu sais, c'est long à monter, là. Eux autres sont une équipe au complet à monter tout ça, là. Puis, non, tu sais, c'est pas tous les centres qui peuvent aller chercher ce financement-là, là. C'est trop demandant. Puis, c'est beaucoup. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, il faut que tu aies une bonne collaboration puis que les fonctionnaires comprennent bien c'est quoi. Parce que c'est ça que vous avez eu, vous autres, ça fait des fonctionnaires, ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est les mêmes, ils n'ont pas changé. Fait que là, tu sais, à force des années à collaborer, puis à se parler, puis à communiquer, là, ça va bien. Mais tu sais, au début, c'était compliqué, là. On a même eu la chance d'avoir des partenaires comme le EDSC qui sont venus à Val-d'Or. Oui. On a pris le temps, les autres pensaient de rencontrer, mais juste la direction. On dit non, vous allez venir faire un tour. Oui. Bien quoi. Vous allez, il y en a qui vont parler de leur vie un petit peu, puis tout ça. Fait que, à partir de là, ils ont dit, ouais, OK. Là, c'est de savoir si ça fonctionne. C'est beau dire qu'on fait des belles affaires, on prend le temps, tout ça. Les dernières stats que j'ai eues, parce que là, on a eu, après COVID, durant la COVID, puis là, on recommence.
un autre chemin, si on veut. Puis la dernière, c'est on avait 9. Puis les 9, il y en avait 90% qui étaient à l'emploi. Il y en avait 75 ou un petit peu plus qui avaient une rétention à l'emploi aussi. Puis il y en avait il y en avait qui avaient retourné à l'école. Fait que, oui, ça fonctionne, mais c'est vraiment là, leur faire confiance. Travailler beaucoup l'estime de soi. Puis la communication. La communication devient tellement plus facile une fois que tu as une relation. Puis quand que ça va bien, mettons, tu es capable, ça, c'est une autre affaire, ça, n'ayez pas peur de mettre de l'humour dans vos discussions, parce que c'est, ça a tout le temps été de même, on aime bien rire. Et ça va arriver des fois que je connais. Mais... Ah ouais. Des fois. Mais, tu sais, puis, je vous dis, si vous avez quelqu'un qui, tu sais, vous allez avoir un ami pour la vie aussi. Moi, là, j'ai du monde de plus de 20 ans, là, que, encore aujourd'hui, ils viennent me voir juste pour me saluer, ou me saluer en ville. Puis, là, à cette heure, ben, je vieillis, hein. Fait que j'ai les enfants de certains parents. Ouais. Fait que, oui, ça fonctionne, mais si vous avez la chance de voir si ça, quelque part ça ne fonctionne pas, prendre le temps d'aller vous poser certaines questions. Parce que c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce qu'il... Souvent, il va être très, très, très gêné. Dans le fond, tu sais, les résultats de la recherche et tout ça, on avait publié un bulletin dans l'Observatoire Jeunes et Société, fait que je voulais comme, si les gens le veulent, il est comme, la journée administrative, elle les a plastifiés, fait que prenez-en. Elle l'a fait. Puis on avait aussi publié un article dans un ouvrage collectif là, qui s'appelle « Les diversités en emploi ». Perspectives et enjeux au Québec et au Canada. Donc, je pense que t'avais-tu publié, toi, là-dedans? C'est quoi ton... J'ai des collègues qui ont publié. C'est ça, OK, c'est ça. Ouais, je suis quand même pas super. J'étais là, je me trompe juste vraiment de personne. Donc, c'est le chapitre 11, fait que je l'ai aussi ici. Fait que, puis, si les gens veulent acheter le livre aussi, je sais pas, les gens qui ont co-dirigé l'ouvrage, ils m'avaient laissé comme des pourcentages de rabais, là, fait que vous pourrez les prendre là, si vous êtes intéressé à acheter le livre. Mais c'est ça, fait que je les ai ici, là, puis c'est beaucoup plus détaillé là, dans cet ouvrage-là, ouais. Oui. J'avais une question sur la démarche qui a été mise en place à Val d'Or. Est-ce qu'elle a été transférée dans d'autres milieux? Là, on attend les résultats de la recherche. Non, mais tu sais, les centres en général, ils continuent à faire. Tu sais, nous, on est venus documenter c'était quoi l'approche, tout ça. C'est déjà des choses qu'ils faisaient à des échelles, à des niveaux différents. Là. Je veux dire, on s'entend que, tu sais, Val d'Or, c'est gros, là. C'est pas les mêmes. Tu sais, les centres sont tous différents, ils ont tous leur personnalité, je dirais, là. Puis, mais oui, les centres, la plupart des centres. C'est sûr qu'il y a des centres qui en ont plus de programme en employabilité pour X, Y raison. Je sais pas si tout le monde... nous, le regroupement, on a une société immobilière. Fait qu'on travaille présentement à développer 3 milieux de vie pour les étudiants autochtones dans les villes. Il y a Sept-Îles qui va ouvrir en janvier, normalement. Il y a Trois-Rivières qui est en construction. Puis il y a Québec sur un terrain de l'Université Laval qui va être développé. Fait que c'est sûr qu'il y a des centres qui vont déménager dans ces... je prends Trois-Rivières. Trois-Rivières était supposé renouveler une entente cette année pour donner le programme en employabilité. Finalement, ils ont fait comme on va être bien trop dans le jus dans le déménagement. Fait qu'on va mettre ça sur pause, on recommence. Fait que tout dépendant d'une année à l'autre, ça peut varier, là, les centres qui ont un programme. Puis comme je disais tantôt, tu sais, ça prend une personne, une ressource qui est stable pour donner un programme comme ça qui est hyper demandé. Tu sais, on voit Marco, il est super impliqué, là, je veux dire, c'est une vocation, là, je veux dire. Tu suis des gens, puis tu développes aussi des liens avec ces gens-là, là. Fait que tu peux pas, on peut pas avoir des gens qui tournent là-dedans, puis il y a un lien de confiance qu'il faut qu'il soit développé, c'est difficile, puis c'est ça que je disais tantôt, les enjeux de main-d'œuvre, on le vit aussi dans les centres, là, on n'est pas à l'abri de ça, fait que
c'est ça. Fait qu'il y a des centres, ça varie des années. Il y a des centres, des fois, qui mettent une pause, qui reprennent l'année suivante. Mais il y a des centres que c'est en continu depuis les 10 ans et plus de dernières années, là. Dont La Tuque et Val-d'Or, c'est les 2 centres que ça fait liaison depuis... ça va faire... La Tuque, ça fait 12 ans, je pense, cette année. Fait que... ouais. C'est pour ça qu'on avait pris ces 2 centres-là, là, vraiment en exemple. Mais ils ont tous déjà eu un programme à un moment ou un autre. Ouais. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, là, il y a des employeurs qui sont un peu les amis du centre, parce que, oui, ils sont prêts, avant la pénurie, ils étaient prêts à prendre du monde qui était plus loin, puis prendre du temps avec eux autres pour les former. Bon, depuis la pénurie de main-d'œuvre, c'est simple, ils nous disent, on aimerait ça, mais on n'a pas le temps. J'ai personne à mettre avec, j'ai besoin de quelqu'un de prêt à travailler. Fait que, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on veut, on travaille avec certains employeurs? Ça va être de dire, OK, on a quelqu'un dans le chemin des compétences qui va y aller, mais il va falloir que tu les acceptes en équipe, parce qu'on ne veut plus envoyer quelqu'un de seul. Fait qu'on va faire des petites équipes de 2 ou de 3, mais commencer l'observation, puis après ça, juste faire pas faire une journée ou une demi-journée, là, c'est vraiment un bloc de temps d'heure. Puis là, après ça, analyser, puis comment que ça va, puis tout ça, parce que qu'est-ce qu'on s'est aperçu, c'est que oui, j'aime ça, puis la 2e, 3e journée, ça n'aime plus ça. Fait que c'est juste de voir, puis on est capable quasiment de voir qui est fait le travail ou pas, là. Mais c'est justement, fait qu'on va essayer certaines affaires, puis il y a des grosses compagnies là, comme Univar, là, sont prêts à se dire, OK, on va prendre une équipe de 3 ou 4, puis les amener tranquillement de jour à faire une semaine, puis après ça, parce qu'ils jouent sur 2 chiffres, de soir. Une équipe à la fois. Fait que, une fois que l'équipe va être formée, on va venir d'aller, ils vont en reprendre d'autres. On a la même chose chez Kentucky, qui veulent la même chose aussi. Fait que, tranquillement, ça se développe. Puis, ils acceptent qu'un employé va pouvoir aller avec eux autres, voir comment ça se passe, comment ça se travaille, puis tout, là. Fait que, il ouvre la porte, pas juste aux Autochtones, mais il ouvre la porte aussi à les personnes qui les suivent. Fait que, ça c'est un autre gros morceau là, qu'on a. Bien, ça prend ça, là. Il faut que l'employeur veuille aussi, là. Bien, il y a de plus en plus des demandes d'employeurs de comme... Le bon vouloir d'engager des personnes autochtones, mais qui se retrouvent un peu pas savoir quoi faire et tout ça. Fait que, les centres sont souvent là... j'aime pas ça dire comme... sont là informellement pour les appuyer parce que, c'est pas tant dans leur mandat de coacher des employeurs, là, on s'entend, mais ils le font souvent là, en extra parce que, justement, il y a des demandes, là. Puis, le but, c'est... Oui. Puis, qu'est-ce qu'ils font? On est tout le temps avec le même chef d'équipe. Ouais. Fait que quand il y en a qui vont arriver, bien, ils vont tout le temps avoir le même chef d'équipe, chaque jour. Puis, si jamais on a des questions à poser ou à aller voir, on va se référer à une personne, pas la personne qui est aux ressources humaines dans son bureau, qui ne sait pas pantoute qu'est-ce qui se passe en bas, là. On est vraiment sur le terrain, là.